Ma mère a hurlé quand les services publics ont été coupés. Comment as-tu pu nous faire ça? J'étais en convalescence après une pneumonie et j'ai répondu calmement, tu m'as dit que je n'avais pas d'importance. Ma courtoisie a expiré. La ligne est devenue silencieuse alors qu'elle réalisait son erreur. La surface polie de la table du restaurant était d'une froideur insensée sous mes paumes. C'était un contraste frappant avec l'humiliation brûlante qui me montait au cou, une sensation à laquelle j'étais malheureusement habitué. J'étais assise à la tête d'une longue table de banquet à Elorigny, un restaurant si exclusif que son nom n'était jamais prononcé qu'à voix basse et respectueuse. Les verres en cristal scintillaient. L'argenterie brillait sous la lumière douce et ambiante, et l'air bourdonnait des conversations feutrées de l'élite de la ville. Je payais pour tout. Chaque miette de pain artisanal, chaque bouteille d'eau importée à un prix ridicule, chaque gorgée de champagne millésimée. Tout ce déploiement opulent était mon cadeau pour le 71e anniversaire de ma mère, Margaret, et j'étais malade. Non seulement émotionnellement, bien que le poids de l'égocentrisme de ma famille soit une maladie chronique en soi. Non, j'étais physiquement malade. 2 jours auparavant, mon médecin avait confirmé ce que la fatigue persistante et la toux récurrente laissaient entendre depuis des mois. Un cas grave de pneumonie ambulatoire, compliqué par ce qu'il appelait un épuisement critique. Sa prescription avait été sans équivoque, repos absolu, zéro stress et une réduction drastique immédiate de ma charge de travail. J'avais essayé d'expliquer cela à ma mère. Quand je l'avais appelée ce matin-là, ma voix un murmure rauque, j'avais suggéré de reporter la grande célébration. « Maman, je ne me sens vraiment pas bien », avais-je râlé. Le médecin a ordonné un repos strict. Pourrions-nous peut-être faire un dîner tranquille la semaine prochaine, quand je me sentirai plus forte? La réponse de Margaret avait été instantanée. Un coup de fouet d'indignation à travers la ligne téléphonique. Absolument pas, Megan. Sais-tu depuis combien de temps j'attends ça? Frank a déjà dit à tous ses amis que nous allions à Ellery. Tu ne peux pas simplement annuler mon anniversaire. C'est la chose la plus égoïste que j'ai jamais entendue. Prends juste des médicaments. Ça ira. Alors, me voici, soutenu par une quantité dangereuse de médicaments contre le rhume, mes poumons douloureux à chaque respiration superficielle, ma tête tourbillonnant à cause d'une légère fièvre. J'avais affiché un sourire, drapé dans une robe de soie, et j'accueillais personnellement 20 des amis les plus proches de ma mère et de mon frère, des personnes dont je ne connaissais pas les noms et qui, j'en étais certaine, ne connaissaient pas le mien au-delà de ma fonction de banque familiale. Mon frère Frank, 42 ans et éternel aspirant entrepreneur, un titre qui signifiait qu'il n'avait jamais gardé un emploi plus de 6 mois, tenait la vedette à l'autre bout de la table. Il était bruyant, effronté, et régalait la table d'une histoire sur un investissement crypto garanti, ses mains gesticulant sauvagement, renversant du champagne du verre que j'avais payé. Ma mère Margaret rayonnait en le regardant. Elle avait l'air radieuse, ses cheveux argentés parfaitement coiffés, ses bijoux, un collier de diamants que je lui avais acheté à Noël dernier étincelant. Elle adorait Frank. C'était son enfant prodige, le fils charmant et spirituel qui ne pouvait rien faire de mal. Moi, en revanche, j'étais juste l'architecte, la fille obsédée par le travail, froide et insensible qui, depuis la mort de mon père, avait silencieusement et consciencieusement assumé la responsabilité de maintenir le style de vie confortable et luxueux auquel ils s'étaient tous deux habitués. Les plats principaux furent desservis, et le serveur, d'un signe de tête de ma part, apporta l'imposant gâteau à la mousse au chocolat, les bougies flamboyantes. La table éclata en un « joyeux anniversaire » décousu. Margaret souffla les bougies sous quelques applaudissements. Discours, discours, beugla Frank, levant son verre. Margaret, rayonnante d'attention, se leva. Elle remercia ses merveilleux amis d'être venus. Elle remercia son cher fils, Frank, d'être son roc, sa joie, son tout. Elle continua pendant 5 minutes, louant l'esprit brillant de Frank et son soutien indéfectible. J'étais assise là, mon sourire ressemblant plus à une grimace. Ma contribution à l'appartement où elle vivait, la voiture qu'elle conduisait, l'allocation mensuelle généreuse, cette fête même était comme toujours invisible. Quand elle eut fini, Frank, toujours debout, leva son verre plus haut. Et n'oublions pas ma sœur, Megan, annonça-t-il, son ton dégoulinant d'un sarcasme que moi seul pouvais entièrement déchiffrer. Le distributeur de billets de la famille, merci pour la fête, ma sœur. Comme d'habitude, ton argent, sinon ta personnalité, est un énorme succès. Des rires fusèrent autour de la table. C'était une pique familière, une qu'il utilisait depuis des années.
J'essayais de la laisser glisser sur moi. Mais ce soir, nourri par la fièvre et l'épuisement, la flèche trouva sa cible. Je sentis une bouffée de chaleur et de colère sous ma peau. J'ai décidé d'essayer. Pour une fois, je voulais être vu comme plus qu'une transaction. Lentement, douloureusement, j'ai reculé ma chaise et je me suis levé. La pièce a basculé une seconde et j'ai agrippé la table pour me stabiliser. J'aimerais aussi dire quelque chose, ai-je commencé, ma voix plus rauque que je ne l'avais prévu. Le brouhaha s'est éteint, tous les regards se sont tournés vers moi. Maman, ai-je dit, regardant directement Margaret. Joyeux anniversaire. Je sais que cette dernière année a été beaucoup. Et je sais que je travaille beaucoup, mais je le fais pour que toi et Franck soyez pris en charge, pour que vous n'ayez pas à vous inquiéter. J'ai pris une inspiration tremblante, mes poumons protestants. Je le fais parce que je vous aime, et tout ce que j'ai toujours vraiment voulu, c'est, j'ai laissé ma phrase en suspens, incertaine de comment la terminer. Pour que tu m'aimes en retour, pour que tu me vois. Le visage de Margaret, qui avait été baigné de sourires pour Franck, se durcit. La chaleur disparut, remplacée par une impatience familière et glaciale. Elle me regarda non pas comme une fille, mais comme une interruption, comme un inconvénient, elle me coupa la parole, sa voix basse mais audible dans le silence soudain. Megan, s'il te plaît, assieds-toi. Tu te ridiculises. Je la regardai, confuse. Je voulais juste dire joyeux anniversaire. Elle soupira, un son d'agacement pur et non dissimulé. Puis elle prononça la phrase qui allait rompre le dernier fil effiloché qui nous reliait. Tu es là par courtoisie, Megan. Pas parce que tu comptes. Silence. Une couverture épaisse et suffocante tomba sur la table. Les amis trouvèrent soudain leurs serviettes fascinantes. Même les serveurs se figèrent. Je ne pouvais plus respirer. C'était comme si tout l'air avait été aspiré de mes poumons, remplacé par de la glace pilée. Pas parce que tu comptes. Je tournai la tête, mon mouvement rigide et robotique pour regarder Franck. Il me regardait, un sourire cruel et triomphant jouant sur ses lèvres. Il se pencha en avant, sa voix un murmure de scène conspirateur pour que toute la table l'entende. Au moins, ils t'ont laissé entrer. Il rit, un court aboiement qui résonna dans le silence de mort. Et c'est tout. La douleur, l'humiliation, les années de sacrifice silencieux et d'amour non partagé. Tout s'arrêta. La brûlure dans ma poitrine n'était plus la pneumonie. C'était autre chose. C'était le clic d'une serrure qui se met en place. J'ai regardé ma mère, son visage un masque d'indifférence froide. J'ai regardé mon frère, ses yeux scintillants de méchanceté mesquine, et j'ai souri. Ce n'était pas un vrai sourire. C'était le sourire d'un architecte examinant un plan, trouvant un mur porteur critique qui avait été compromis et sachant avec une certitude absolue qu'il devait s'effondrer. Je me suis lentement rabaissé sur ma chaise. J'ai pris ma fourchette, ma main parfaitement stable. Notez, ai-je dit, ma voix claire et calme. La trahison, réalisais-je, n'était pas la maladie. La maladie était le remède. Elle m'avait donné la clarté de voir l'infection qui empoisonnait ma vie depuis des décennies. Le retour à la maison fut silencieux, hormis le bruit doux des pneus de la voiture de ville sur le trottoir humide. Le chauffeur, un homme du service que ma firme gardait en permanence, avait jeté un coup d'œil à mon visage quand j'avais quitté le restaurant, laissant Margaret et Franck profiter du reste de leur soirée, et n'avait pas dit un mot. Il avait simplement tenu la porte, l'image de la discrétion professionnelle. J'ai appuyé ma tête contre la vitre froide de la fenêtre, les lumières de la ville se floutant en de longues traînées d'aquarelle. L'adrénaline de la confrontation s'était estompée, laissant derrière elle une douleur profonde et vide. La fièvre était de retour, me piquant la peau, et chaque respiration était un effort superficiel et douloureux. Mais sous la misère physique, quelque chose de nouveau prenait racine. Une froide et dure détermination. Tu es là par courtoisie, pas parce que tu comptes. Les mots de Margaret résonnaient dans mon esprit, non pas comme une insulte, mais comme un diagnostic, un fait. J'avais vécu sous l'illusion que j'étais une fille, une sœur, une partie aimée d'une famille. Il venait de me corriger dans les termes les plus clairs possibles. J'étais une courtoisie, une commodité, un fournisseur de services. Et les fournisseurs de services, pensais-je, tandis qu'une quinte de tout secouait mes côtes, ont des contrats. Ils ont des termes, et ils ont le droit de mettre fin au service lorsque les clients sont en infraction.
Quand je suis rentré dans mon appartement, un espace minimaliste et calme qui était mon seul véritable sanctuaire, je ne suis pas allé me coucher malgré les ordres du médecin. Au lieu de cela, je suis allé dans mon bureau. J'ai contourné le bureau moderne et élégant où je dessinais des plans et je me suis dirigé vers la grande étagère sur mesure qui abritait mes dossiers. Non pas mes plans d'architecture, mais les épais dossiers reliés qui détaillaient mon autre grand projet, le fonds de préservation Margaret et Frank. Ce n'était pas réellement un fonds fiduciaire, pas au sens légal. Cela avait été mon erreur. J'avais voulu garder les choses simples, flexibles. C'était juste ma vie, mes actifs, mon nom. J'ai sorti un épais classeur noir étiqueté, copropriété 18 Berry Verwalk. Je l'ai ouvert. Là, il y avait l'acte de propriété. Ma signature, claire et audacieuse au bas. Megan Elizabeth Vance, seule propriétaire. J'ai sorti un autre, véhicule berline noir. Le titre, Megan Elizabeth Vance. Un autre, compte joint 8819. Celui-ci était un compte courant partagé que j'avais créé à leur banque, lié à l'un de mes propres comptes professionnels. J'avais mis en place un virement automatique généreux le premier de chaque mois pour couvrir leurs dépenses de subsistance, dîner au restaurant, vêtements, déjeuner d'affaires de Frank, rendez-vous au salon de Margaret. Mais j'étais la titulaire du compte principal. Ils n'étaient que des utilisateurs autorisés. Je me suis assise sur le sol de mon bureau, entouré de l'infrastructure papier de leur vie, et une seule pensée récurrente résonnait dans ma tête, un contrepoint à leur cruauté. Mais ils avaient oublié une chose cruciale. Ils avaient oublié qui j'étais exactement. Ils me voyaient comme la fille ennuyeuse, la bourreau de travail, la bonne poire. Ils avaient pris ma générosité pour de la faiblesse, ma compétence pour un manque de personnalité. Ils n'avaient jamais une seule fois, pendant toutes ces années, pris le temps de réfléchir à ce que je faisais réellement dans la vie. Je n'étais pas seulement architecte. Je possédais une entreprise. Je concevais, construisais et gérais des projets complexes de plusieurs millions de dollars. Je traitais avec des entrepreneurs sans scrupules, naviguais dans les lois labyrinthiques d'urbanisme de la ville et négociais des contrats en béton avec des clients corporatifs qui vous dévoreraient vifs si vous montriez un instant de faiblesse. Mon travail ne consistait pas seulement à dessiner de jolies images. Il s'agissait de structures, de fondations et de conséquences. Ils pensaient que j'étais leur distributeur de billets. Ils avaient oublié que le distributeur de billets est connecté à une banque et que la banque connaît toujours le solde. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec l'impression d'avoir été écrasé. La pneumonie avait profité de ma détresse émotionnelle et était maintenant pleinement engagée dans une prise de contrôle hostile de mes poumons. J'ai appelé mon assistante, une femme d'une efficacité impitoyable nommée Chloé, et je lui ai dit que je prenais un congé médical immédiat et d'une durée indéterminée. Je lui ai dit d'annuler toutes mes réunions et de transmettre toutes les affaires critiques à mon second. Tout, demanda-t-elle, sa voix teintée d'une rare note d'inquiétude. Même la présentation pour le conseil municipal? Tout, ai-je râlé, sauf une. J'ai besoin que tu me prennes une conférence téléphonique avec Graham. Graham était mon avocat. Pas n'importe quel avocat, mais le plus affûté, le plus redoutable avocat d'affaires de la ville. Il s'occupait de tous les contrats de ma firme et, à plus d'une occasion, avait déchiré un concurrent en morceaux lors de négociations avec rien d'autre qu'une voix calme et une connaissance approfondie de toutes leurs faiblesses. Pour quand? Demanda Chloé. Dans 10 minutes, dis-je et raccrochai. J'étais assise à mon îlot de cuisine, sirotant de l'eau chaude et du citron quand mon téléphone sonna. La voix douce et baryton de Graham dit, Chloé a dit que c'était urgent. Vous avez l'air terrible. Tout va bien? Non, dis-je simplement, mais je le serai bientôt. Graham, j'ai besoin d'expulser un locataire. Il y eut une pause. Un locataire de l'une de vos propriétés commerciales? Non, dis-je en regardant par la fenêtre le matin gris de la ville. De ma propriété personnelle, ma mère. Une autre pause. Celle-ci plus longue. Graham connaissait ma famille depuis des années. Il avait traité le testament de mon père, le testament qui avait tout laissé à Margaret, qui, avec l'aide de Frank, avait réussi à dilapider tout le patrimoine en moins de 3 ans, me forçant à intervenir. Graham savait exactement qui ils étaient. Je vois, dit-il, sa voix prenant ce ton calme et dangereux que je connaissais si bien. Et quelle est précisément la situation? Je lui racontai tout. Le dîner entier, la mise en scène, l'humiliation,
la fièvre, puis je répétais les 2 phrases qui avaient tout changé. Tu es là par courtoisie, pas parce que tu comptes. Au moins, ils t'ont laissé entrer. Quand j'eus fini, la ligne fut silencieuse un long moment. Je pouvais presque l'entendre traiter l'information, les rouages juridiques tournant. Eh bien, dit finalement Graham, sa voix dépourvue de toute émotion, sauf un professionnalisme glaçant. La courtoisie, en tant que concept juridique, n'est pas contraignante, et l'importance n'est pas une condition préalable à l'occupation, mais un contrat de location où l'absence de celui-ci l'est certainement. Dites-moi, Megan, que voulez-vous faire? Je veux qu'il parte, dis-je, les mots ayant le goût de la liberté. Et je veux couper tous les liens financiers aujourd'hui. C'est une décision structurelle saine, répondit Graham. Examinons les plans. Ils avaient oublié une chose cruciale. Ils avaient oublié que je ne me contente pas de construire des choses. Je sais aussi mieux que quiconque comment les démolir. Pour comprendre le froid dans ma voix lorsque je parlais à Graham, il faut comprendre la chaleur que j'avais versée dans ma famille pendant 2 décennies, ne recevant en retour que des gelures. Mon père était un ingénieur, un homme gentil, brillant et tragiquement peu assertif. Il voyait le monde en chiffres et en plans, et il adorait ma mère Margaret pour être son contraire, vibrante, sociable et absolument charmante. Il voyait aussi, à ses dépens, son fils, Frank, comme une version tardive de lui-même. Il disait toujours, Frank est une personne sociable, Megan. Toi, tu as le cerveau, lui a le charme. Vous irez tous les 2 loin. Le problème, c'est que le charme de Frank était un instinct prédateur. Il avait appris très tôt qu'il pouvait obtenir tout ce qu'il voulait de notre mère avec un sourire opportun et un compliment mielleux. De moi, il prenait juste. Il empruntait mes économies méticuleusement gardées, mes manuels universitaires, et plus tard mon argent, toujours avec la même attitude dédaigneuse, allez, Megan. Tu ne l'utilises même pas. Tu es toujours en train de travailler. Moi, en revanche, j'étais la fille de mon père. J'avais hérité de son esprit pour la structure et de sa diligence tranquille. Pendant que Frank était le quarterback de l'équipe de football du lycée et le roi du bal de promo, c'était moi qui gagnais les trophées d'athlétisme en mathématiques de l'État et construisais une maquette à l'échelle du quartier historique de notre ville pour la bibliothèque. Quand je suis allé à l'école d'architecture avec une bourse complète, Frank a échoué dans 3 collèges communautaires différents, à chaque fois en blâmant des professeurs peu inspirés. Quand je faisais des nuits blanches comme stagiaire non rémunéré dans une firme prestigieuse, Frank se trouvait en voyage à dos à travers l'Europe, financé par mon père. Puis, quand j'avais 28 ans et que je commençais tout juste à me faire un nom, mon père a eu une crise cardiaque massive inattendue. Il est parti en un instant. Le chagrin fut une vague déferlante, mais ce furent les conséquences financières qui nous ont vraiment noyés. Mon père, à sa manière adorable mais naïve, avait tout laissé à Margaret sans fonds fiduciaires, sans disposition, sans supervision. Margaret et Frank, unis dans leur chagrin partagé et leur incompétence financière, furent un désastre. Frank, assumant le rôle d'homme de la maison qu'il avait toujours désiré, persuada Margaret que le portefeuille de mon père stagnait. Il avait un ami, dit-il, un véritable visionnaire qui lançait une nouvelle entreprise révolutionnaire de crypto-agriculture pharmaceutique infusée de technologie. C'était une affaire sûre. Ils investirent tout. Il leur fallut moins de 3 ans pour tout perdre. La maison, les actions, la pension de mon père, tout. Je l'ai découvert quand un camion de déménagement était garé devant ma maison d'enfance. Margaret m'a appelé, hystérique, blâmant mon père décédé de les avoir laissés dans ce pétrin. J'avais 31 ans. Je venais de devenir associé dans ma firme. J'avais des économies. Alors, j'ai agi. Je ne l'ai pas fait par amour. Pas vraiment. Je l'ai fait par un sens du devoir mal avisé, par respect pour la mémoire de mon père. J'ai acheté le condo haut de gamme sur Riverwalk. Je l'ai mis à mon nom. Juste le temps que tu te remettes sur pied, maman, avais-je dit, sachant pertinemment que ce jour n'arriverait jamais. J'ai acheté une voiture fiable, également à mon nom, pour qu'elle puisse se déplacer et j'ai créé le compte joint, une allocation pour couvrir leurs dépenses afin que Margaret n'ait pas le stress de gérer les factures. Pendant 17 ans, j'avais été leur pilier, leur fondation. J'ai payé l'appartement de Margaret, ses services publics, sa voiture, son assurance maladie, ses courses, ses vêtements, ses vacances. J'ai financé la série interminable de start-up de Frank, le service de nettoyage de baskets sur mesure,
l'application de livraison de toast à l'avocat artisanal, l'agence de gestion d'influenceurs malheureuse. Chacune échouait plus spectaculairement que la précédente, et chaque fois il revenait voir Margaret, qui m'appelait. Megan, ma chérie, disait-elle en ronronnant. Frank a juste besoin d'un petit pré-relais. Sa nouvelle idée est si astucieuse. Tu dois soutenir ton frère. Et je le faisais parce que j'étais la responsable, l'ennuyeuse, celle qui travaillait. Je n'ai jamais eu un merci, pas une seule fois. Au lieu de cela, j'ai eu des critiques. Mes vêtements étaient trop sévères. Mon appartement était froid. Ma dévotion à ma carrière était contre nature pour une femme. Tu devrais vraiment essayer d'être plus comme Frank, Megan, disait Margaret lors d'un dîner du dimanche que je payais. Il profite juste de la vie. Tu devrais apprendre à te détendre. Se détendre pour eux était une occupation à temps plein financée par moi. Le véritable antagoniste, réalisais-je en étant assise dans mon bureau avec Graham au téléphone, n'était pas seulement le narcissisme de ma mère ou la paresse parasitaire de mon frère. C'était leur synergie. Ils formaient une escroquerie à deux personnes, un écosystème parfait d'égocentrisme. Margaret fournissait la justification émotionnelle, et Frank exécutait l'escroquerie. Elle était la victime polie et respectable qui avait besoin d'aide, et il était le charmant, paresseux, enfant prodige qui le méritait. Ils formaient un ensemble assorti et j'avais été la folle payant leur entretien. Graham, dis-je d'une voix rauque. L'appartement sur Riverwalk. Les services publics sont tous sur le compte d'entreprise de ma firme. La voiture est payée par un prélèvement automatique sur mon compte courant personnel et le compte de la location. Je suis la seule source de financement. Excellent, dit Graham. Propre, simple. Une rupture de cette nature est un processus simple en 3 étapes. Premièrement, nous coupons le flux de trésorerie. Deuxièmement, nous sécurisons les actifs. Troisièmement, nous livrons la vie. Êtes-vous prête à procéder aux 3, Megan? Oui, dis-je. Bien, répondit-il. Étape 1, j'aurai besoin que vous veniez à mon bureau pour signer les ordres d'arrêt de virement de fonds. Et Megan, apportez l'acte de propriété et le titre de voiture. Nous les transférons à une société holding avec effet immédiat. Il est temps de mettre un pare-feu entre vous et eux. Un pare-feu. J'aime ça. Je construisais enfin quelque chose pour moi. Un mur. Les 3 jours suivants furent un tourbillon d'activités fiévreuses, à la fois physiques et logistiques. Ma pneumonie s'était enracinée, et je fonctionnais sous un cocktail d'antibiotiques, de sirop contre la toux et d'une pure rancœur non adultérée. Mais pour la première fois de ma vie, la maladie me semblait être un bouclier. Elle me donnait une excuse valable et inébranlable pour ignorer le monde. Plus précisément, les 14 appels manqués de Margaret et les 22 SMS de Frank qui s'étaient accumulés depuis le dîner. Les SMS étaient un mélange prévisible de tactiques de manipulation. De Margaret, Megan, je suis très déçu de ton comportement de quitter l'anniversaire de ta mère comme ça. Tu dois t'excuser. De Frank, et, maman est vraiment en colère. Tu l'as fait pleurer. Pas cool. De Margaret, tu filtres mes appels? C'est enfantin. Frank a besoin que tu examines une nouvelle proposition commerciale. C'est très prometteur. De Frank, yo, ça va? L'allocation n'est pas encore arrivée sur mon compte. D'habitude, c'est le premier. Vérifie. Ce dernier SMS, arrivé le 3e jour, était celui que j'attendais. J'étais assise dans la salle de conférence de Graham, les stores tirés contre le soleil de l'après-midi. La pièce était fraîche et calme. Sur la table devant moi se trouvait une pile de documents fraîchement signés. Je m'étais physiquement traîné jusqu'à son bureau, mon visage pâle et masqué. Graham m'avait jeté un coup d'œil et avait insisté pour que je m'allonge sur le canapé moelleux de son bureau pendant qu'il m'apportait du thé et que sa parajuridique témoignait de mes signatures. Le piège intelligent, tel qu'il s'est avéré, n'était pas du tout compliqué. C'était juste la vérité enfin militarisée. Le levier était simplement mon nom, Megan Vance. Alors, dit Graham, assis en face de moi. L'étape 1 est terminée. Il y a 2 heures, le compte joint que vous partagiez avec eux a été fermé. Les fonds ont été transférés vers un nouveau compte à votre seul nom, et le virement automatique de votre compte professionnel a été résilié. J'acquiesçai, sirotant le thé. Bien. Étape 2, continua-t-il,
tapotant un dossier. Les services publics de la copropriété Riverwalk, électricité, eau, gaz, internet, les frais de gestion de l'immeuble ont tous été dissociés du compte d'entreprise de votre firme. Les compagnies de services publics ont été informées qu'à partir d'aujourd'hui, la responsabilité de la facturation revient aux résidents de l'unité 18B. Et les résidents, murmurai-je, sont Margaret et Frank. Précisément, sourit Graham. Je m'attends à ce qu'ils reçoivent leur première facture non subventionnée, ou plus probablement un avis de déconnexion, dans les 48 heures. Et enfin, étape 3. Il fit glisser une épaisse enveloppe de couleur crème sur la table en acajou poli. Elle était adressée à Margaret et Frank, nom de famille à l'appartement Riverwalk. Ceci, dit-il, est un avis formel de quitter les lieux. Il précise qu'ils ne sont pas et n'ont jamais été locataires avec un bail. Ce sont des occupants résidant à la seule discrétion du propriétaire. Vous, et cette discrétion a été révoquée. Il leur donne 30 jours pour quitter la propriété. 30 jours, je fronçai les sourcils. Cela semble généreux. C'est la loi, Megan, dit Graham gentiment. Même pour les squatteurs, ce qu'ils sont légalement. Mais, ajouta-t-il, avec une petite lueur dans les yeux. L'avis stipule également qu'à partir d'aujourd'hui, ils sont redevables d'un loyer au prix du marché pour chaque jour où ils restent dans la propriété, une somme que je me suis permis de calculer. Il nomma un chiffre qui me fit écarquiller les yeux. S'ils ne paient pas, nous pourrons et les poursuivrons en justice. Ils n'ont pas ce genre d'argent, dis-je sèchement. Ils n'ont pas d'argent du tout. Je sais, dit Graham. C'est pourquoi c'est si efficace. La lettre est livrée par un coursier enregistré auprès du tribunal. Elle devrait arriver à l'instant même. Comme sur commande. Mon téléphone posé sur la table entre nous s'illumina. Appel entrant, Margaret. Je le regardai. Graham le regarda. Ceci, dit Graham, c'est le moment où vous devez être la fondation, Megan, pas le bulldozer. Laissez les documents faire le travail. Ne vous engagez pas. N'expliquez pas. Ne défendez pas. Vous êtes une entreprise et c'est une décision commerciale. Je pris une profonde inspiration rauque. Notez, dis-je et j'appuyai sur ignorer. Le téléphone vibra immédiatement. À nouveau. Appel entrant, Frank. Je l'ignorais. Puis les SMS commencèrent. Une attaque rapide. Frank, Megan. Réponds. Qu'est-ce que tu as fait? Frank, le compte est bloqué. Ma carte a été refusée chez SDK. Ce n'est pas drôle. Frank, tu es folle? Appelle-moi. Maman panique. Margaret, Megan Elizabeth Vance. Appelle-moi tout de suite. C'est scandaleux. Ma carte a été refusée au supermarché. Je n'ai jamais été aussi humilié. Frank, qu'est-ce que c'est que cette lettre? Qu'est-ce que c'est qu'un avis de quitter les lieux? Frank, réponds à ton téléphone, lâche. Je retournai le téléphone, éteignant l'écran. Je dois rentrer chez moi, dis-je à Graham, sentant une vague de vertige soudaine. Je suis très fatigué. Bien sûr, dit Graham, se levant et m'aidant à me mettre debout. Vous avez fait le plus dur. Maintenant, reposez-vous. Laissez les médicaments agir. Laissez les avocats agir. Il m'accompagna jusqu'à l'ascenseur, sa main légèrement posée sur mon dos. Megan, dit-il alors que les portes s'ouvraient. Vous n'êtes pas seulement architecte. Vous êtes la promotrice. Vous êtes la cliente et vous êtes la banque. Ils ont juste construit leur maison sur votre ligne de faille. C'est vrai, acquiesçai-je. Ils ont oublié la chose la plus cruciale. Megan, je le regardai, mes yeux brillants de fièvre rencontrant les siens. Qu'est-ce que c'est, Graham? Vous êtes celle, dit-il, qui sait lire les plans. J'ai dormi pendant 18 heures. C'était un sommeil profond, alimenté par des antibiotiques, dépourvu de rêve. Quand je me suis finalement réveillé, c'était au son de coups. Pendant un instant désorienté, j'ai cru que c'était le battement lancinant dans ma tête. Mais non, c'était réel. Quelqu'un frappait à la porte de mon appartement. Je me suis traîné hors du lit, mon corps douloureux, et j'ai marché en traînant les pieds jusqu'à l'entrée. J'ai regardé par le Judas.
C'était Margaret et Frank. Mon sang se glaça puis bouillonna. Comment osait-il? En 17 ans, il n'était jamais venu chez moi sans prévenir. Il détestait mon quartier, détestait mon immeuble stérile. Les coups reprirent, plus fort cette fois, accompagnés du cri étouffé de Frank. Megan, ouvre cette porte. Nous savons que tu es là. Ta voiture est dans le garage. J'appuyai mon front contre le bois frais de la porte. Je pouvais simplement ne pas répondre. Je pouvais appeler la sécurité. C'est ce que Graham aurait fait. Mais j'entendis alors la voix de ma mère, aiguë et faible. C'est absurde. Megan, ouvre. Tu es dans de beaux draps. Des draps? Le mot était si absurde, si totalement déconnecté de la réalité qu'une rage glaciale soudaine dissipa le brouillard de mon cerveau. Je déverrouillai le pêne dormant. J'ouvris la porte. Ils tombèrent pratiquement dans le foyer, propulsés par leur propre indignation vertueuse. Frank, le visage rouge et marbré, était en tête. Margaret, serrant ses perles, était juste derrière lui. La lettre de l'avocat froissait dans son poing. Ils se mirent tous les deux à parler en même temps. « Qu'est-ce que cela signifie » cria Margaret, me secouant la lettre. « Expulsion ? Expulsion ? Es-tu folle ? Tu nous as coupé les vivres, hurla Frank, sa voix se brisant. Ma carte a été refusée. Chez Starbucks, Megan, sais-tu ce que ça fait ? Je les regardais simplement. Ils étaient une vue pitoyable. Frank, dans son survêtement de marque contrefaite, ressemblait à un adolescent gâté. Ma mère, dans son manteau en cachemire, un cadeau d'anniversaire de ma part, respirait difficilement, son maquillage soigneusement appliqué légèrement maculé. « Vous avez fini » demandai-je. Ma voix sortit rauque et grave. C'était étonnamment efficace. Ils se turent tous les deux, l'air momentanément stupéfait. « Bien, dis-je. » Je me tournai et marchai lentement vers mon salon, ne les invitant pas à me suivre, mais sachant qu'ils le feraient. Je m'assis sur mon canapé. « Vous avez 5 minutes. Mon médecin dit que je ne suis pas censé avoir de stress. » Stress ? Margaret hurla, me suivant. « Tu me parles de stress ? Tu nous as coupé les vivres. Tu jettes ta propre mère à la rue. » Je ne le fais pas, dis-je calmement, la regardant. Je demande aux occupants de ma propriété de quitter les lieux, comme il est de mon droit en tant que propriétaire. Le visage de Margaret devint inexpressif. Ta propriété ? C'est ma maison. Ton père et moi. Papa est parti, maman, l'interrompis-je d'une voix sèche. Il est parti depuis 17 ans. Toi et Frank avez dilapidé tout son patrimoine en 3 ans. L'appartement n'est pas votre maison. C'est un bien immobilier que j'ai acheté, que je possède, et que je vous ai gracieusement et stupidement autorisé à occuper sans loyer pendant plus d'une décennie et demie. Frank ricana, croisant les bras. Oh, ça y est. Regardez-moi. Je suis Megan. Je suis si réussi. Je paie pour tout. Vous aimez nous tenir ça, n'est-ce pas? Ça vous fait vous sentir grande. Non, Frank, dis-je, le regardant dans les yeux. Ça me fatigue. Ça me rend malade. Et depuis 3 jours, ça me donne l'impression d'être fini. Tu ne peux pas faire ça, dit Margaret, sa voix baissant, changeant de tactique. C'était la voix de la mère déçue. Ce n'est pas comme ça que tu as été élevé. Une famille prend soin les uns des autres. Une famille? Je laissai échapper un rire court et dur qui se transforma en une quinte de toux. Je pris un mouchoir et le pressai contre ma bouche. Une famille? C'est ce que nous sommes? À ton dîner d'anniversaire, tu m'as dit devant 20 personnes que je n'avais pas d'importance, que je n'étais là que par courtoisie. Et toi, dis-je, pointant un doigt tremblant vers Frank. Tu as ri. Au moins, ils t'ont laissé entrer. Frank eut la décence de détourner le regard, mais Margaret resta imperturbable. Oh, pour l'amour du ciel, dit-elle, agitant une main dismissive. Tu en es encore là? C'était une fête. Je plaisantais. Tu es toujours si sensible, Megan. Tu ne peux pas prendre une blague. Ce n'était pas une blague, maman, dis-je, ma voix dangereusement calme. C'était la première chose honnête que tu m'aies dite en 20 ans. Je me levai,
mes jambes tremblantes, mais ma résolution ferme. Je ne suis pas ta fille. Je ne suis pas ta sœur. Je suis ta courtoisie. Et ma courtoisie vient d'être révoquée. Je retournai à la porte et l'ouvris. Sortez. Nous n'allons nulle part. Franck s'écria, essayant de retrouver son équilibre. Tu ne peux pas nous chasser. Nous avons des droits. Non, Franck, tu n'en as pas, dis-je. C'est la partie que tu n'as jamais comprise. Tu as des privilèges. Des privilèges que j'ai payés et j'en ai fini. La lettre de mon avocat n'est pas une suggestion. C'est une notification légale. Vous avez 30 jours. Et que sommes-nous censés faire, gémit Margaret. Où sommes-nous censés aller? Nous n'avons pas d'argent. Ça, dis-je, est une excellente question. Une question que vous auriez probablement dû vous poser avant de décider d'humilier votre seule source de revenus. Je suggérerais que Franck mette enfin son brillant esprit au travail et trouve un emploi. Vous avez 30 jours pour vous débrouiller. Le visage de Franck se tordit de rage. Tu le regretteras, siffla-t-il, me pointant du doigt. Tu ne peux pas nous faire ça. Je dirai à tout le monde ce que tu as fait. Je leur dirai comment tu as abandonné ta famille. Vas-y, dis-je. Dis-leur. Et pendant que tu y es, parle-leur de l'appartement que j'ai payé, de la voiture que j'ai payée, de la nourriture que tu as mangée, des vêtements que tu portes, du téléphone que tu tiens. Raconte-leur toute l'histoire, Franck. Vois qui ils soutiennent. Il pâlit. Il n'avait pas de réponse. Sortez, dis-je à nouveau, ma voix rauque. Margaret, voyant que le vent avait tourné, tenta une dernière fois. Megan, ma chérie, dit-elle, la voix pleine de fausses larmes. Tu es malade. Tu ne penses pas clairement. Calmons-nous tous. Pourquoi n'appelles-tu pas ta banque et ne règles-tu pas ça? Rétablis le compte. Nous pouvons en parler. Je la regardais, la femme qui m'avait donné naissance, qui ne m'avait jamais une seule fois materné. Notez, dis-je, et je la fixai jusqu'à ce qu'elle et Franck reculent finalement de mon seuil. Je fermai la porte à clé, fis glisser le verrou et m'appuyai contre elle, mon cœur martelant mes côtes. La confrontation était terminée. L'affaire ne faisait que commencer. Le silence qui suivit leur départ fut plus lourd qu'avant. C'était l'œil du cyclone, calme. Je savais que ce n'était pas fini. J'avais gagné la confrontation, mais la guerre pour ma liberté ne faisait que commencer. Ils ne partiraient pas simplement. Tout leur sens d'eux-mêmes était construit sur la fondation de ma servitude. Je retournai voir Graham. Ma pneumonie reculait enfin, mais j'étais encore faible. Graham, cependant, était plein d'énergie. Ils sont désespérés, dit-il en me tendant un dossier. Et les gens désespérés font des erreurs. Votre frère Franck a été occupé. Occupé, demandai-je en ouvrant le dossier. Il a essayé d'accéder à votre crédit. Mon sang se glaça. Quoi? Il a appelé votre banque principale, celle qui détient les comptes de votre firme, et a essayé de s'identifier comme votre partenaire financier. Il a dit que vous étiez incapable et qu'il devait avoir un accès d'urgence à tous les fonds. Il avait votre numéro de sécurité sociale, le nom de jeune fille de votre mère, toutes les clés. Je me sentais mal. Mon numéro de sécurité sociale, il a dû l'obtenir des documents fiscaux que j'ai envoyés à l'appartement pour leur dossier. Exactement, dit Graham. Heureusement, les protocoles de sécurité de votre banque sont excellents. Au moment où il a mentionné incapacité, ils ont mis un drapeau rouge sur le compte et ont recoupé avec mon bureau, car je suis répertorié comme votre conseiller juridique. La demande a été refusée et une alerte à la fraude a été placée sur tous vos comptes. Mon Dieu, Graham, murmurai-je. Il essayait de tout voler. C'est vrai, dit Graham gravement. Ce qui m'amène à mon point suivant. Ce n'est plus seulement un conflit familial, Megan. C'est une tentative de fraude. C'est criminel, et cela nous donne un levier. Mais j'ai aussi fait mes propres recherches. Je ne pensais pas que Franck était assez intelligent pour trouver ça tout seul, alors j'ai fait faire une vérification par un détective privé sur lui, en particulier sur ses entreprises. Il sortit un autre dossier. Celui-ci était plus épais. Les idées de start-up de votre frère n'étaient pas seulement des échecs, Megan. C'étaient des escroqueries.
L'agence de gestion d'influenceurs, il a pris des milliers de dollars à des modèles en herbe pour des frais de portfolio, puis a disparu. L'application de Toast à l'avocat artisanal, il a collecté des paiements de précommande pendant 6 mois sans intention de jamais construire la plateforme. Il a laissé une traînée de petites créances, de jugements de tribunaux et de victimes en colère partout dans l'État. Je fixais les documents. Tout était là. Une histoire de fraude mesquine et pathétique. C'est un escroc, dis-je, les mots ayant le goût de la cendre. Un escroc bon marché et paresseux. Et votre mère, continua Graham, sa voix douce, a été sa complice volontaire. Elle a contresigné ses comptes bancaires professionnels. Elle était la référence qu'il donnait au modèle. Elle est impliquée. Tout était bien pire que je ne le pensais. Ce n'était pas seulement de l'égocentrisme. C'était de la pourriture. Une corruption profonde et systémique du caractère. Mon téléphone sonna. C'était Margaret. Je le fixai. Je dois mettre fin à ça, dis-je, plus à moi-même qu'à Graham. Tout ça. Je répondis au téléphone et mis le haut-parleur. Megan. La voix de Margaret était frénétique, un contraste frappant avec son dédain froid habituel. Dieu merci, le courant est coupé. Les lumières viennent de s'éteindre dans l'appartement. L'Internet est parti. Et le gestionnaire de l'immeuble vient de glisser un avis sous la porte concernant la coupure imminente de l'eau. Que se passe-t-il? On appelle ça payer ses propres factures, maman, dis-je, ma voix sans vie. Payer avec quoi? Tu as bloqué nos comptes. La carte de Franck est toujours refusée. C'est inhumain. Tu nous as laissés dans le noir. Vous êtes dans le noir depuis 17 ans, dis-je. Vous venez juste de le remarquer. Franck est allé à la banque, hurla-t-elle. Il a essayé de régler ça et ils l'ont traité comme un criminel. Ils l'ont accusé de fraude. Fraude, Megan, ton propre frère. Comment as-tu pu lui faire ça? Je ne l'ai pas fait, maman, dis-je, regardant le dossier que Graham m'avait donné. Franck l'a fait. Il le fait depuis des années. De quoi parles-tu, claqua-t-elle. Je parle de l'agence d'influenceurs, maman. Je parle des dizaines de personnes qu'il a volées. Je parle des jugements des tribunaux. Je parle du fait qu'il a essayé de vider mes comptes bancaires ce matin en mentant et en disant que j'étais incapable. La ligne devint complètement silencieuse. Le seul son était la respiration courte et paniquée de Margaret. Il m'a dit que c'était un malentendu, bégaya-t-elle finalement. Il a dit qu'il essayait juste d'aider à payer les factures. Il essayait de voler, maman, tout comme il me volait, nous volait, depuis toute notre vie. Et toi, tu lui tendais la perche. Ce n'est pas vrai, s'écria-t-elle, mais sa voix était faible. La conviction avait disparu. C'est fini, dis-je. Tout ça. Graham est dans la pièce avec moi. Nous avons un dossier, un très gros dossier. Il détaille toutes les escroqueries de Franck. Il détaille votre implication. Vous avez 2 options. Je laissai le silence s'étirer. Soit, continuai-je, ma voix dure comme l'acier. Toi et Franck signez l'accord que Graham envoie en ce moment. Une rupture totale et définitive, renonçant à tout et à toutes les revendications sur mes biens, ma succession, ou mon nom pour toujours. Vous vous éloignerez de l'appartement, de la voiture et de tout lien avec moi. Et je ne porterai pas plainte pour tentative de fraude. Ou je le ferai. Tu ne le ferais pas, murmura-t-elle. Ton propre frère. Et c'est moi, dis-je. Ce n'est pas mon frère. Tu n'es pas ma mère. Vous me l'avez dit vous-même. Je ne suis qu'une courtoisie et ma courtoisie a expiré. Vous avez 24 heures pour signer les papiers. Si vous ne le faites pas, je remettrai tout ce dossier au procureur de district. Et Franck, maman, ira en prison. Vous pourriez même y aller avec lui. Je raccrochai le téléphone. Je regardais Graham. Mes mains tremblaient, mais mon cœur était stable. C'est fait, dis-je. Presque, dit-il. Ils se battront. Ils tenteront un dernier coup public désespéré. Soyez prête. Il avait raison. L'affrontement public auquel je m'attendais n'eut pas lieu. Au lieu de cela, ils optèrent pour quelque chose de bien plus pathétique et de bien plus typique d'eux. Ils tentèrent de me piéger.
3 jours plus tard, mon médecin m'autorisa enfin à reprendre le travail quelques heures. Je me sentais faible mais résolu. J'entrais dans le hall de l'immeuble de ma firme, une tour de verre et d'acier élégante que j'avais conçue, lorsque le portier me lança un regard troublé. « Madame Vance, dit-il, vous avez des visiteurs. » Ils ont insisté pour attendre. J'ai regardé par-dessus, et là, assise sur un canapé en cuir moelleux dans le hall, l'air totalement déplacé, se trouvaient Margaret et Frank. Frank se leva d'un bond dès qu'il me vit. La voilà. Voilà le monstre qui jette sa propre famille à la rue. Le hall était animé. Des gens entraient, prenaient un café. Quelques-uns de mes propres employés revenant du déjeuner se figèrent. Margaret, qui était clairement de mèche, se prit la tête dans les mains et se mit à sangloter bruyamment. Ma propre fille, gémit-elle, nous a coupé le courant, nous a laissés dans le froid après tout ce que j'ai fait pour elle. Je m'arrêtai. Je regardais Frank, le visage bouffi d'indignation. Je regardais Margaret, qui donnait la pire performance de sa vie. Je regardais les visages curieux, inquiets et embarrassés des gens qui regardaient. C'était leur dernier coup, l'humiliation publique. Ils essayaient de me faire honte, de me pousser dans mes retranchements, de me faire réparer ça, d'arrêter la scène. La vieille Megan aurait été mortifiée. Elle aurait sifflé, « Arrêtez. Qu'est-ce que vous faites ?» Elle les aurait traînés dans un bureau et aurait écrit un chèque pour les faire partir. Mais la vieille Megan avait brûlé avec la fièvre. Je restai là un long moment. Puis, très calmement, je sortis mon téléphone. « Frank, dis-je, ma voix résonnant clairement dans le hall de marbre. Ce que tu fais en ce moment s'appelle du harcèlement. Tu es en train de pénétrer sur une propriété privée, et tu crées un trouble public. » Nous ne pénétrons pas, rétorqua-t-il. Nous sommes ici pour te parler, pour te supplier de ne pas mettre ta mère à la rue. Ma mère, dis-je, est sans abri parce qu'elle et son fils de 42 ans sont des escrocs qui commettent des fraudes depuis des années. Les sanglots de Margaret s'étouffèrent. La pièce devint silencieuse. Quoi, balbutia Frank. Oh, tu ne savais pas, dis-je, faisant un pas vers eux. Je ne parle pas de la fraude que tu as commise contre moi en essayant de vider mes comptes bancaires pendant que j'étais malade de pneumonie. Je laissai cela planer dans l'air. Je vis l'un de mes associés principaux, à mi-chemin des escaliers, s'arrêter et se retourner. Je parle, continuai-je, ma voix devenant plus forte, de l'agence d'influenceurs, des filles à qui tu as volé les frais de portfolio. Je parle de l'application de Toast à l'avocat et des centaines de précommandes que tu as prises pour un produit que tu n'as jamais eu l'intention de fabriquer. Je parle des jugements des tribunaux. Le visage de Frank passa du rouge à un blanc pâle et fantomatique. Il avait l'air d'avoir reçu un coup de poing. Je ne sais pas de quoi tu parles, dit-il, mais sa voix était un couinement. Tu ne sais pas, dis-je. C'est bon parce que j'ai le dossier, le très épais dossier, celui que mon avocat Graham a compilé. Je levai mon téléphone. En fait, j'étais justement en route pour une réunion avec le procureur de district pour lui donner ce dossier. La tête de Margaret se releva brusquement. Les larmes avaient disparu. Ses yeux étaient grands ouverts, remplis d'une terreur animale pure. « Megan, ne fais pas ça. Ne fais pas, attends, maman, dis-je, marchant droit vers eux. Ne dis pas la vérité. N'est-ce pas ce que tu as toujours voulu que je fasse? Arrête d'être si ennuyeuse. Eh bien, c'est excitant, n'est-ce pas? Nous avons de la fraude. Nous avons du vol. Nous avons une peine de prison potentielle. C'est un vrai drame en prime time. » Frank, dans un moment de panique purement idiote, fit sa dernière et fatale erreur. Il se jeta sur moi. Il n'essaya pas de me frapper. Il essaya de saisir mon téléphone. Il n'eut même pas le temps de s'approcher. L'équipe de sécurité du bâtiment, qui observait depuis le bureau, fut sur lui en une seconde. 2 grands hommes attrapèrent les bras de Frank et le plaquèrent face contre le mur. « Lâchez-moi » cria-t-il. « J'aimerais porter plainte » dis-je, ma voix résonnant dans le silence. « Agression, Megan » hurla Margaret, se levant d'un bond. « Non, c'est ton frère. C'était une erreur. Frank, dis-lui que tu es désolé. »« Je suis désolé. »« Je suis désolé » cria Frank, le visage écrasé contre le mur de plâtre. Je le regardais, un homme de 42 ans retenu par la sécurité dans le hall de mon immeuble.
Je regardais ma mère, son visage un masque d'horreur et de désespoir. Puis je regardais le chef de la sécurité. Retenez-les, dis-je. La police est en route. Je me tournai vers ma mère. L'accord de mon avocat, dis-je. Celui qui coupe tous les liens. Celui qui protège Frank des poursuites pour les autres crimes. Il est sur le bureau de votre avocat. Vous avez jusqu'à l'arrivée de la police pour l'appeler et lui dire de le signer. Tu nous fais du chantage, Alta TL. Non, maman, dis-je, ajustant la sangle de mon sac sur mon épaule. Je ne le fais pas. Je suis architecte. Je vous montre juste le plan. C'est le seul mur porteur qu'il vous reste. Vous signez l'accord de rupture. Je retire la plainte pour agression et l'enquête pour fraude. Vous ne le faites pas, et il va en prison, et je dormirai très bien ce soir. Margaret me regarda, la bouche s'ouvrant et se fermant. Elle vit la vérité dans mes yeux. La fin. Elle tâtonna pour son téléphone. Envoie-moi. Envoie-moi les papiers, murmura-t-elle, ses mains tremblant si fort qu'elle pouvait à peine le tenir. J'ai fait un signe de tête à mon assistante, Chloé, qui observait depuis le bord. Chloé, s'il te plaît, appelle Graham. Dis-lui que les clients sont prêts à signer, et envoie une copie de l'accord dûment exécuté au chef de la sécurité ici. Une fois signé, j'ai fait un geste vers ma famille, doivent être escortés hors de la propriété et bannis de façon permanente. Je n'attendis pas de réponse. Je me retournai et me dirigeai vers les ascenseurs, le cliquetis de mes talons sur le sol de marbre, le seul son dans le hall. Je ne regardai pas en arrière. Les conséquences furent immédiates et merveilleusement silencieuses. Le bureau de Graham confirma la réception de l'accord de rupture signé dans l'heure. Comme promis, j'instruisis l'équipe de sécurité de libérer Frank, qui, m'a-t-on dit, s'élança hors du bâtiment sans un regard en arrière. Et j'informai Graham que je ne poursuivrais pas les accusations de fraude. Ce n'était pas un pardon. C'était une décision commerciale. Je n'étais pas intéressé par la justice, pas au sens légal. J'étais intéressé par la paix. Je voulais qu'ils partent, et les enfermer dans une bataille juridique prolongée les aurait paradoxalement liés à ma vie. Signer ce document était la dernière chose qu'ils recevraient jamais de moi et la dernière chose que je leur demanderais jamais. C'était une coupe nette et chirurgicale. L'appartement sur Riverwalk fut mis sur le marché et vendu en une semaine. La voiture fut reprise et vendue aux enchères. Les bénéfices des deux furent virés par Graham sur un nouveau compte d'épargne à haut rendement sous une société holding si obscure que j'avais moi-même du mal à me souvenir du nom. C'était mon fonds plus jamais. Je pris 6 semaines de congé médical. Je ne me suis pas contenté de me remettre de la pneumonie. Je me suis remise de 2 décennies d'épuisement. J'ai dormi. J'ai lu des romans. Je me suis promené dans le parc. Je me suis assise dans mon appartement froid et, pour la première fois, je l'ai trouvé parfaitement beau. Paisible. Je n'avais plus à vérifier mon téléphone pour la prochaine crise fabriquée. Je n'avais plus à me préparer à la prochaine blague cinglante. Le silence était un soulagement absolu. J'ai appris par un lointain membre de la famille qui a appelé pour prendre maladroitement de mes nouvelles ce qu'il était advenu d'eux. Margaret et Frank avaient, comme je l'avais prédit, été forcés d'affronter la réalité. Sans argent, sans maison et sans Meghan, ils avaient été contraints de faire la seule chose qu'ils avaient toujours évitée. Ils avaient emménagé chez la sœur de ma mère, tante Patty. Tante Patty était une femme sévère et pragmatique qui avait élevé 3 fils dans une ferme laitière et n'avait aucune patience pour les aspirants entrepreneurs. Le parent m'a dit, avec une joie non dissimulée, que tante Patty avait immédiatement institué des règles de la maison. Margaret était chargée de toute la cuisine et du ménage. Et Frank, à 42 ans, avait enfin trouvé un emploi. Il travaillait le quart de 4 heures du matin dans un entrepôt de distribution locale, emballant des boîtes. L'image était si stupéfiante par sa justice banale que j'ai failli rire. C'était une punition plus appropriée et plus efficace que n'importe quelle cellule de prison. Ma vie, en revanche, s'est épanouie avec la disparition du fardeau financier et émotionnel massif de mes ressources. Mon monde s'est ouvert. Ma firme a décroché le projet du conseil municipal, celui que j'avais failli manquer. J'ai entrepris de nouveaux designs ambitieux. J'ai voyagé. J'ai commencé à dessiner non seulement des bâtiments, mais aussi ma propre vie. Environ 6 mois après l'incident, je dînais avec Graham,
célébrant la clôture d'un trimestre réussi. J'ai quelque chose pour vous, dit-il, faisant glisser une petite enveloppe simple sur la table. Je l'ai ouverte. À l'intérieur, il y avait un chèque de banque pour un petit montant étrange. Qu'est-ce que c'est, demandai-je. Votre tante Patty, dit Graham, un léger sourire aux lèvres. Il semblerait qu'elle soit méticuleuse. Elle a appelé mon bureau. Elle a dit que ce garçon, Frank, remboursera sa sœur même si je dois saisir son salaire moi-même. Il s'agit apparemment de son premier versement. C'est 20% de son salaire hebdomadaire pour, et je cite, le reste de sa vie naturelle ou jusqu'à ce que je le décide. Je regardai le chèque. Il était de 84,12 $. Je me mis à rire. Ce n'était pas un rire court et dur. C'était un vrai rire profond. Un rire qui venait d'un endroit de poumon guéri et d'un cœur libre. Gardez-le, Graham, dis-je, le lui rendant. Créez un fonds de bourse pour les architectes en herbe ou achetez simplement du très bon café pour le bureau.